Comment est-ce possible d'avoir un film avec un casting aussi incroyable et de le rater à ce point? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo critique multiple de plein de films différents. C'est le 7e épisode. Quand je n'ai pas le temps de faire des critiques à chaud d'un film individuel, que ce soit à cause de mon planning ou du fait que je pense pas que le film va assez vous intéresser, je regroupe plein de films dans des mini-critiques. Voilà, c'est cet épisode-là aujourd'hui. Et à chaque fois, j'essaie d'attirer votre attention sur ces films-là et j'essaie de vous en conseiller ou de vous donner mon avis sur des films que vous m'avez conseillé. Ce n'est pas du tout un classement, mais il y aura mon film préféré de la liste à la fin, et vous allez très vite comprendre de quel film je parle dans le titre de cette vidéo. Je vais quand même aller assez vite parce qu'il y a quand même 8 films dans cette vidéo. Il y aura évidemment pas de spoiler, et je vous incite à mettre dans les commentaires votre avis sur ces films. Mais avant de commencer cette vidéo, vous me connaissez, en plus de mon activité de YouTube, j'ai un travail à côté. Du coup, c'est pas toujours évident d'avoir un emploi du temps qui puisse permettre de faire plein de vidéos, et surtout qui puisse me permettre de me nourrir correctement. Et oui, des fois je rentre du travail, je dois faire la vidéo, le montage et j'ai pas le temps de cuisiner pour moi-même ou même pour le lendemain. Et ça c'est un vrai problème, mais c'est là qu'intervient YFood avec leur boisson repas. 100% recyclable, emballage climatiquement neutre, pas besoin de réfrigérer les boissons repas. 500 ml de pur bonheur avec 26 vitamines et minéraux. Leur objectif est de permettre à tous d'accéder à une alimentation saine, de qualité, avec un bon goût et surtout pleine d'énergie. L'objectif c'est vraiment de vous dépanner lorsque vous n'avez pas le temps de vous faire à manger ou lorsque vous voulez vous faire plaisir rapidement tout en ayant quelque chose de consistant et qui vous ne donne plus faim après. En plus, il existe des boissons véganes, ce qui est vraiment important pour moi parce que sinon j'aurais pas pu les boire tout simplement. Il y a plein de goûts, il y a fraise, vanille, chocolat, café et banane. Et vous êtes en plein milieu de la Black Week, ce qui est parfait pour en profiter avec une grosse réduction. Du 14 au 20 novembre, vous avez le pack découverte avec tous les produits iFood qui a moins 25% de réduction. C'est dans la limite des stocks évidemment et ça contient les boissons repas vegan ou pas et les bars déjeuner qu'ils font aussi. En plus de ces 25% de réduction, avec le code promo, vous avez 10% de réduction supplémentaire. C'est disponible pour tous les gens qui habitent en France ou en Belgique. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour vous procurer ce pack découverte et utilisez bien le code promo, foncez sur l'offre. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui est une suite. En effet, c'est Enola Holmes 2 qui raconte l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes, Enola Holmes, qui va aller enquêter sur une disparition. Sauf qu'elle va se rendre compte que cette disparition est liée à l'enquête de son frère qu'il n'arrive pas à résoudre. Ils vont donc faire équipe pour résoudre ce mystère. Enola Holmes 2, c'est un film qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines maintenant et j'avais bien aimé le premier. J'avais passé un bon moment devant. C'est un moment familial, mignon et je trouve que les acteurs s'éclatent. Je crois que le premier film est sorti il y a 2 ans, on est avec la suite, pareil sur Netflix, et je dois vous admettre que cette suite-là est dans la lignée du premier film. Il n'y aura pas de surprise de ce point de vue-là, c'est exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts. Il n'y a pas eu de progrès, il n'y a pas eu de choses qui ont été améliorées. Donc déjà, si vous avez aimé le premier film, vous allez passer un bon moment devant le deuxième. Mais un truc qui a quand même pas mal changé, c'est que donc c'est Henry Cavill qui interprète Sherlock Holmes, et on voit beaucoup plus Henry Cavill vu que les enquêtes sont liées. Déjà, l'alchimie entre Henry Cavill et Millie Bobby Brown qui interprète donc Elona est excellente. Ils ont vraiment cette relation de frère et sœur qui se ressent vraiment bien. Donc ça c'est vraiment appréciable. Après c'est en termes d'enquête, d'intrigue que tu dis c'est très bateau, c'est très banal, mais en même temps c'est un film familial limite pour enfants. C'est vraiment le film qui a été fait pour regarder ça avec tes enfants. Vraiment, c'est l'impression que t'as, ou tes petits frères et sœurs. Il y a rien de complexe, rien de fou. T'as juste envie à la fin de voir un film avec Henry Cavill en tant que Sherlock plus qu'autre chose parce qu'il interprète vraiment bien ce rôle et ça change un peu des Sherlock qu'on a l'habitude de voir. Mais de ce point de vue là, il y aura aucune surprise. En termes de mise en scène, il y a des moments plutôt cool. Il y a quelques petites idées à droite à gauche. C'est pas forcément très beau, c'est pas forcément mémorable, voire pas du tout. Mais voilà, c'est pas un mauvais moment non plus. C'est un peu long, voilà, c'est 2h25 ou 2h15. J'aurais aimé que le film dure 10-15 minutes de moins. Il y a quelques intrigues un peu longuettes et le film traîne la patte vers la fin. Et les scènes d'action sont pas forcément les plus mémorables. Mais écoutez, je peux pas en vouloir au film car c'est un film qui est fait clairement pour les enfants ou pour la famille et ils ont pas des prétentions de fou. Du coup, je vais pas aller insulter le film quoi. Je vais pas dire que c'est de la merde parce que le but du film c'est pas d'être incroyable. Le but c'est pas d'être un chef-d'œuvre, c'est juste de divertir une famille. Je l'ai dit plein de fois ce mot, mais c'est le thème. Encore plus le premier, je trouve. Donc voilà, j'ai envie de voir une suite peut-être avec d'autres personnages. Je trouve qu'ils ont raconté tout ce qu'il y avait à raconter sur Enola Holmes pour l'instant. En tout cas, les acteurs s'éclatent, tout le monde s'éclate et ça fait du bien. Et le film est divertissant, je vous le conseille si vous avez aimé le premier. Si vous n'avez pas aimé le premier, c'est pas le deuxième qui va vous faire changer d'avis, ça c'est sûr. On va continuer avec un film français, c'est le film Novembre, qui raconte l'histoire des forces de police et qui essaie de retrouver les terroristes du 13 novembre 2015. On va suivre justement cette investigation inspirée de faits réels. C'est le nouveau film Novembre de Cédric Jiménez, avec évidemment Jean Dujardin, on le
le voit ici sur l'affiche. Cédric Jiménez qui est sorti tout droit de Bac Nord, qui a fait beaucoup polémique, et ce film-là va pas faire polémique, c'est normal. Il y a quelques trucs qui ont fait polémique sur la police, mais je trouve que la police est plutôt bien vue dans ce film, tout en montrant un peu les failles du système, mais c'est un film hommage aux forces de police de cet événement-là. Il n'y a pas de polémique, je trouve, il n'y a rien à redire sur ça, et le film est plutôt bien filmé, je trouve, et je trouve qu'il est plutôt bon, Cédric Jiménez, dans ce cadre-là en tout cas. Il a créé une sorte de thriller policier qui est inspiré de faits réels, qui rend plutôt bien parce que tu vois les différentes sections de la police, tu vois un peu les différents enjeux, tu vois un peu les acteurs qui sont à fond dans le rôle. Tu vois que c'est un film qui a été filmé quasiment à un seul endroit, qui a pas mis 6 mois pour être filmé. Mais je trouve que les gens sont vraiment impliqués, ils ont compris que c'est un hommage aussi aux victimes, mais aussi aux forces de police, mais qui est plutôt bien dans le sens où ça raconte une histoire divertissante, avec quelques idées visuelles et la traque justement contre la montre, parce que ces terroristes pouvaient s'en aller. Ça est sorti un peu avant novembre, un peu avant l'anniversaire de l'attentat, on va dire, les 7 ans de l'attentat. C'est une tragédie de laquelle on se rappelle tous, et ils ont pas focus sur ça. Ils ont pas focus sur les victimes, ils ont focus sur la police dans le film. Et écoutez, je trouve que c'est un bon moment. Il y a des enjeux, il y a des personnages qui sont assez bien développés. Tu comprends vraiment ce qui se passe, le film est assez court, ça passe plutôt vite. C'est un bon moment. Voilà, je dirais pas que c'est le film à avoir en 4K chez soi, mais si vous l'avez vu au cinéma, je pense que vous avez tous passé un bon moment. Ça n'a pas des prétentions de chef-d'œuvre non plus. C'est juste un film thriller sympathique policier. Donc si vous aimez ce genre de film, honnêtement, je vous le conseille. Un petit point rapide sur le projet Marvel Werewolf by Night qui raconte l'histoire de plusieurs chasseurs qui sont invités dans un manoir afin de tous tuer une créature, sauf que l'un de ces chasseurs est lui aussi une créature. Très rapidement, c'est un court-métrage Marvel du MCU de 53 minutes, enfin c'est un moyen métrage du coup, une cinquantaine de minutes, voilà, c'est un épisode de télé grosso modo avec un peu plus de budget peut-être. C'est en noir et blanc, donc c'est très stylisé, c'est très différent de ce que fait Marvel d'habitude. C'est Michael Giacchino qui réalise, ce qui est surprenant parce que je crois que c'est sa première réalisation. C'est évidemment le compositeur de beaucoup d'œuvres. Et beaucoup de gens ont crié au génie quand cette œuvre est sortie, mais pas du tout, c'est juste un Marvel un peu différent. C'est juste que c'est un hommage au film de monstres des années 40, un hommage qu'ils font plutôt bien avec les moyens d'aujourd'hui. Je trouve que les transformations sont plutôt cool, je trouve que les monstres sont plutôt bien foutus, je trouve qu'il y a un peu d'âme quand même dans l'œuvre. Est-ce que je vais m'en rappeler? Pas forcément non plus. Mais j'aimerais bien que Marvel sorte plus de projets comme ça. Ils sont pas risqués, mais ils sont un peu différents et c'est cool d'avoir un peu ces moyens métrages qui racontent des personnages, et je trouve que les acteurs sont vraiment tous charismatiques, surtout le personnage principal, et j'aimerais bien le revoir dans le MCU par la suite. C'est très sympa, et si vous aimez justement ces films des années 30-40, je pense que c'est un hommage assez intéressant. Ensuite, j'ai envie de citer un film qui est sorti il y a longtemps, que j'avais promis de faire en critique à chaud, mais le retour était pas très bon et je l'ai vu avec beaucoup de retard. C'est Don't Worry Darling, qui raconte l'histoire d'un couple qui va emménager en plein milieu du désert, justement parce que le mari va trouver un travail et ils vont donc rejoindre cette communauté. Ça va évidemment mal tourner car cette communauté est gérée par une sorte de gourou. Don't Worry Darling, c'est un film qui est réalisé par Olivia Wilde. Le film a fait beaucoup polémique, les acteurs se parlaient pas, tous les moments de presse étaient ultra gênants et quasiment personne n'en a fait au final. Donc beaucoup de polémiques pour pas grand chose au final, parce que j'ai vu le film et beaucoup de gens m'ont dit que le film est exceptionnel, beaucoup de gens m'ont dit que le film est trop nul, et je suis un peu entre les deux. Le film n'est ni bien ni nul, c'est pour moi encore une fois une sorte de mauvais épisode d'une série Netflix satirique que je ne peux pas citer car ce serait vous spoiler le film, mais je pense que vous avez compris pour ceux qui ont vu le film. Pour moi c'est un épisode lambda de cette série là, et le problème que j'ai avec ce film là, c'est que en termes de mise en scène, il y a quelques petites idées sympathiques sur les reflets, des choses comme ça, sur ce qui rentre dans le cadre, ce qui ressort, mais c'est les personnages qui sont extrêmement mal écrits je trouve, c'est les motivations des personnages qui sont assez ridicules, et je comprends l'idée de parler, de critiquer les incels, de critiquer les gourous, des choses comme ça, je comprends, ça c'est pas trop mauvais, mais je trouve que la conclusion de tous les arcs narratifs est ridicule. Il y a cette critique du patriarcat, c'est un film très féministe et tout ça, ok, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, ça a pas réussi à créer une ambiance, ça a pas réussi à créer un mystère, t'as pas forcément envie de savoir ce qui se passe là-bas, t'as pas ce stress, cette tension, c'est très prévisible, je trouve, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a quelques moments plutôt cool, il y a des confrontations sympas, les acteurs jouent quasiment tous bien, sauf le pauvre Harry Styles, qui est pas mauvais, hein, mais juste il a une scène où il gueule et là tu dis c'est pas possible. Sinon Chris Pine évidemment très bien, il s'amuse dans le rôle, ça se voit, Florence Pugh aussi, elle s'éclate un petit peu, voilà, ils ont fait des trucs assez cool, et c'est un bon moment, mais sans plus quoi. Le potentiel est un peu gâché, et la fin pour moi est décevante, mais j'irai pas gueuler en disant que c'est l'un des pires films de cette année, loin de là. C'est l'un des films les plus oubliables, certes, mais pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, je pense pas que c'est le pire film possible, et ça sera divertissant. Je me suis pas ennuyé non plus, je dois l'admettre. Le prochain film est un film d'horreur, car c'est le film Barbare qui raconte l'histoire d'une femme qui a réservé un Airbnb. Lorsqu'elle y arrive, malheureusement, il est déjà habité par quelqu'un. C'est là que va commencer une histoire avec ce locataire-là, jusqu'au moment où il décide d'aller dans la cave de cette maison pour découvrir des choses horribles. Barbare, c'est un film qui est sorti aux États-Unis au cinéma, mais chez nous sur Disney+. Et c'est un film d'horreur que tout le monde disait était incroyable, vraiment trop bien, flippant et tout. Et je dois admettre que j'ai beaucoup apprécié le film. C'est un bon moment d'après moi. Par contre, est-ce que c'est le plus grand film d'horreur de cette année? Je ne pense pas non plus. Il y en a un dans la liste qui est meilleur, mais ce que je veux dire par là, c'est que le film est plutôt cool parce que ça crée une vraie tension pendant 45 minutes. Pour les gens qui sont claustro, pour les gens qui aiment pas les couloirs, pour les gens qui aiment pas l'obscurité, je trouve que c'est un super moment. Il y a une sorte d'ambiguïté par rapport à l'autre locataire, et quand t'arrives dans la cave, là c'est super stressant quoi. Tu poses
plein de questions sur ce qui se passe et c'est assez horrible. Il y a un shift assez évident à la moitié du film où le film devient une comédie d'action, mais je dois admettre que j'ai beaucoup aimé la tension des 45 premières minutes et j'ai beaucoup aimé la suite aussi, qui est plus comique d'action. C'était complètement différent, l'action comique horrifique, hein, mais j'ai quand même bien aimé. On n'est pas sur du niveau d'un Evil Dead par exemple, mais je trouve que c'est un bon moment et c'est un bel hommage aussi à ces comédies d'horreur parce que tu passes de la tension, parce que les 45 premières minutes, moi, m'ont quand même pas mal fait flipper, je dois l'admettre. Je suis pas le genre de personne à avoir peur durant des films, mais je trouve que la tension était super bien réalisée. Après, je l'ai aussi vu genre un lundi soir à 23h, du coup j'étais exténué. Plus un film d'horreur, bon, j'étais dans le mood pour avoir peur. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé le mystère au début. J'ai bien aimé la suite, voilà, la comédie d'horreur, parce que justement, ça assume son délire, ça va au bout des choses, et ça m'a fait rire. Donc c'est cool de m'avoir fait un peu flipper au début, m'avoir fait rire par la suite, chose qui va peut-être faire détester plein de gens, parce que oui, c'est ça, hein, c'est quasiment deux films différents en un, mais ils ont assumé le délire, ils se sont éclatés. Que dire de plus que c'est un bon petit moment pour les fans du genre. Donc ça, pour le coup, je vous le conseille pour ceux qui aiment ça. Maintenant, parlons du film que je cite dans la miniature, c'est évidemment Amsterdam, qui raconte l'histoire d'un trio d'amis qui vont décider d'enquêter sur un crime qui lie un complot qui a une échelle bien plus importante que ce qu'ils pensent. Je pense aujourd'hui que David O. Russell, le réalisateur de ce film, est officiellement une fraude. Comment prendre des acteurs aussi exceptionnels et faire un film aussi médiocre? C'est de la folie. Le casting est fou, je vais pas le citer ici, hein, mais le casting est incroyable et il y a qu'un seul acteur qui sort son épingle du jeu un peu, c'est Christian Bale, parce qu'il a un rôle un peu différent des autres, de une, et surtout c'est le personnage principal. Donc lui sort son épingle du jeu, tous les autres acteurs sont bons, mais où tu les vois pas assez, où ils ont pas quoi jouer quoi au final. Rien de bien spectaculaire. Donc mis après Christian Bale qui fait un bon taf comme d'hab, tout le reste du casting est assez anecdotique et assez oubliable, et le pire c'est le scénario. Tu dis c'est une enquête sur un complot inspiré de faits réels, ça peut être dingue. Ça se passe dans les années 30, il y a aucune ambiance, il y a aucune alchimie entre les personnages, et surtout bordel, ça va dans tous les sens. Il y a des intrigues de partout, c'est chaotique, il y a des phrases, tu dis c'est du foreshadowing, ça l'est jamais. T'as des moments où tu te demandes vraiment ce que le film est, et le film ne sait pas non plus. C'est ultra pétant, c'est ultra prétentieux, le film est pas forcément bien mis en scène, il n'y a pas un plan qui est beau par exemple, il n'y a pas une bonne idée de mise en scène, il y a quelques petits moments plutôt cool, mais rien de spectaculaire, et surtout je trouve que l'écriture du film est catastrophique. C'est super mal écrit, les enjeux sont mauvais, t'as pas d'attachement particulier aux personnages, ils te font pas vivre d'émotions, c'est quand même un film assez terrible de ce point de vue-là. Je dis pas que c'est horrible, encore une fois, mais vu le casting, vu le potentiel, vu l'histoire, avec un bon scénariste et un meilleur réalisateur, t'avais un film culte. Non, là t'as un film oubliable et c'est un bide total. Le film a coûté 80 millions de dollars, c'est super cher, mais bon, vu le cachet des acteurs, marketing, je pense qu'il faut doubler. Le film a énormément bidé. Je pense pas qu'il ait dépassé les 100 millions. À vérifier, c'est un bid qui est mérité parce que le scénario va perdre tout le monde parce qu'il est foutrement mal écrit, quoi. Il y a plein de trucs, plein de personnages, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et ça ne sert jamais en rien à l'intrigue. C'est du gâchis, c'est dommage. Rien à dire de plus sur ce film-là, mis à part que c'est un peu trop nul. Deuxième film d'horreur de la liste, c'est le film Pearl, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit à la ferme, qui veut quitter cette ferme, mais qui ne peut pas, car en effet, elle doit s'occuper de son père malade, sauf qu'il commence à péter un câble. Pearl est le préquel d'un film que je n'ai pas encore vu, c'est le préquel du film X, qui est actuellement en salle, mais je l'ai pas encore vu. J'ai vu le préquel en premier, en ne sachant pas que c'est un préquel. Donc on m'a juste dit, regarde Pearl, tout le monde dit que Pearl est trop bien, regarde-le, et ensuite j'ai appris que c'est un préquel. Du coup j'ai vu Pearl en premier, il faut que je regarde X, et un troisième film sera prévu. Et du coup ils ont filmé X et Pearl en même temps, deux films à la suite. Et écoutez, Pearl est là peut-être le meilleur film d'horreur de cette année, c'est un slasher de cette femme qui va câbler, et j'aime beaucoup parce que tout la pousse au craquage, et j'aime beaucoup à quel point l'esthétique est belle, dans le sens où c'est extrêmement saturé en termes de couleurs. Pareil, c'est un hommage au film des années 40, je dirais, Le Magicien d'Oz par exemple, c'est vraiment ce genre de couleurs, ce genre d'ambiance, mais en mode slasher, et du coup c'est assez drôle, tous les acteurs s'éclatent, ça se voit, le réalisateur s'éclate aussi, et ça pousse vraiment l'horreur à certains moments plutôt gore, mais que c'est jouissif et que c'est plaisant, et le gros truc qui fait le film, en plus de la mise en scène qui est vraiment bien foutue, une belle composition des cadres, un film qui est plutôt beau, avec des plans mémorables, il y a un truc qui fait passer ce film à un niveau au-dessus, c'est le casting de Mia Goth, qui a un accent du sud des États-Unis, qui dans la vraie vie, si vous écoutez son accent, vous allez câbler aussi. J'étais sur le cul. Regardez des interviews d'elle, c'est la folie. Mais elle est exceptionnelle. Je pense vraiment que c'est la meilleure actrice que j'ai vue dans un film cette année. Elle m'a bluffé. Il y a un monologue, 8 minutes, sur elle. La caméra ne bouge pas, c'est que elle qui parle pendant 8 minutes. C'est un moment de cinéma, je l'ai vu chez moi le film, hein. C'est un moment de cinéma quand même assez unique, et la puissance émotionnelle de l'actrice, du casting, de sa performance, rien à dire, il est parfait ce moment, et la fin est l'une des fins les plus mémorables aussi de l'histoire du cinéma. Le plan de fin est exceptionnel. Ça m'étonne pas que Martin Scorsese ait dit que le film est bien, parce que le film est vraiment bien, il est mémorable, j'ai failli le mettre en tant que préféré de la liste, parce qu'en termes d'originalité, c'est clairement le meilleur de la liste et l'un des meilleurs films de l'année. Vous allez vous en rappeler, c'est
évident, clairement. C'est un film qui ose, quelques trucs plutôt cool, et c'est un film assez jouissif. La première place de cette vidéo et celle-ci sont vraiment interchangeables, et je vous conseille vraiment Pearl. Et le dernier film de la liste, c'est le film d'horreur, peut-être, vous pouvez le considérer comme ça, mais le film de guerre À l'Ouest, rien de nouveau, qui raconte l'histoire de plusieurs jeunes Allemands qui sont envoyés à la guerre, et on va compter les dernières heures de la guerre. Première guerre mondiale, film Netflix avec justement ces 3 Allemands qui vont à la guerre, et ce qui est cool, c'est que c'est adapté d'un roman qui a eu déjà 2 autres adaptations au cinéma, une dans les années 40 et une dans les années 70, si je dis pas de bêtises. J'en ai vu aucune, donc je découvrais vraiment l'histoire, et justement ce qui est fort dans ce film, c'est ce compte à rebours. Tu sais que la paix est en train d'être signée, donc t'as tout un passage avec les Allemands qui sont dans les tranchées à la guerre, et un passage avec justement les diplomates, les généraux qui veulent ou pas signer l'armistice. Et du coup, ça crée une sorte de compte à rebours qui est vraiment efficace, et ce que j'adore par rapport au film, c'est la brutalité du film, la violence, ils déshumanisent complètement tout le monde. Ils ont 18 ans en fait, ces jeunes. Tu les suis et ils font des choses horribles et tu les vois faire des choses horribles. Tu vois les répercussions de la guerre, tu vois un peu comment ils vivent ces tranchées. C'est horrible de ce point de vue-là, mais le film est envoûtant. Il dure 2h30, mais il est vraiment magnifique. J'ai trouvé tous les plans du début à la fin vraiment bien. Il y a le budget, c'est assez impressionnant. C'est super bien joué, c'est émouvant, c'est fort. C'est pas le genre de film à regarder pour faire plaisir. C'est lourd, c'est déprimant, mais c'est une belle œuvre. C'est une œuvre utile. Faut bien toujours rappeler ce genre d'histoire, même si c'est la 3e adaptation en film. S'il y en a une tous les 50 ans, ça va. Mais tout ça pour dire que oui, c'est une œuvre forte, émouvante, puissante, qui raconte les atrocités de la guerre, et c'est ça qu'on veut d'un film de guerre, hein. C'est montrer à quel point la guerre c'est horrible, qui raconte les abus de pouvoir. Il n'y a pas grand chose d'optimisme. Il y en a un petit peu parce que là, toujours dans des films déprimants, il faut de l'optimisme, parce que sans optimisme, le film ne sert à rien. S'il y a trop de déprime, encore une fois, à quoi sert le monde? Si tu ne montres pas des moments de bonté, d'humanité, d'optimisme, tu ne suis pas l'histoire, parce que tu as envie aussi en tant que spectateur que les personnages survivent, que les personnages sauvent leur humanité et leur bonté. Je vous laisserai voir le film, c'est vraiment fort, c'est sur Netflix. J'aurais adoré le voir au cinéma, je pense que j'aurais pris une claque, je l'ai prise chez moi la claque, et visuellement c'est fou. Regardez-le en VO pour le coup, parce que quand même c'est un film allemand, ça serait bizarre de regarder en VF, j'imagine. Regarder des Allemands parler en français alors qu'ils font la guerre à des Français, c'est trop bizarre. C'est une œuvre vraiment cool, les acteurs sont géniaux, c'est vraiment très bien, et je vous conseille, c'est mon film préféré de la liste, de rien, hein, mais voilà, c'est quand même très bien. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, avez-vous adoré ces films, détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.